Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Talk Tabou Média. J'aimerais vous parler de quelque chose en particulier aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aussi vous vous en êtes rendu compte, mais on observe une montée de la parole de la deuxième génération à propos d'une souffrance. Et celle-ci est en particulier présente par la transmission transgénérationnelle. Bon, c'est vrai que dit comme ça a l'air un petit peu complexe et costaud à comprendre. Et tout l'enjeu de ce podcast, ça va être d'en parler et de se rendre compte que c'est pas quelque chose qui est particulier à certaines personnes, mais qu'on est beaucoup, vraiment de manière très massive, touchés et traversés par ce phénomène. Et du coup, je suis très contente avec mon invité spécial que je vais vous présenter par la suite, d'avoir ce média, du coup Talk Tabou, média engagé qui donne la parole à la diaspora franco-sud-asiatique pour parler de ce phénomène précisément. Le but, c'est de briser les silences, d'aborder sans détour des sujets qui touchent notre communauté, la santé mentale, la quête identitaire, les tabous, que ce soit au sein de nos familles et de nos traditions. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est vrai qu'on va également parler de notre histoire, de notre culture et de tout ce qui fait la richesse de notre héritage. C'est vrai qu'on est sans cesse en construction et on cherche à savoir qui nous sommes et qu'on en apprend sans cesse davantage. Et c'est aussi un des défis de ce média et on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Des petites présentations s'imposent. En ce qui me concerne, je suis Eva Gayetri. Dans la vie de tous les jours, je suis psychosociologue et intervenante clinicienne, chargée de plusieurs thématiques comme la diversité et l'inclusion, la qualité de vie au travail. Et c'est vrai qu'en parallèle, je suis dans 2 médias, donc celui-ci ici présent, en tant qu'animatrice et chroniqueuse également et rédactrice pour AMDC Magazine. J'ai la palette psychosociaux et également des appétences particulières pour les thématiques liées à notre interculturalité. Donc ça, c'était ma petite présentation et je laisse l'honneur à l'invité surprise de se présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Nikita Bergen. Je suis psychologue clinicienne spécialisée en développement, donc enfants, adolescents et parentalité, et également formée à la psychologie transculturelle. Au quotidien, je travaille en pédopsychiatrie en Seine-Saint-Denis. Et je suis également chercheuse en psychologie, notamment en doctorat cette année, où je viens un peu questionner la culture tamoule et ses impacts en France, dans un contexte de migration. Eh bien, écoute Nikita, merci beaucoup pour cette présentation. Avant de partir un peu plus loin dans cette thématique, j'aimerais remonter à la source. Quand je dis source, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a envie d'en parler. On a tendance à intellectualiser un sujet qui est lié à un vécu. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu aies eu envie de parler de ce sujet plutôt qu'un autre et qu'est-ce qui te touche. Et avant que tu puisses répondre, je vais quand même, moi, répondre à cette question. C'est vrai que cette question m'intéresse tout particulièrement parce que je trouve qu'elle a un sens, parce qu'elle permet de comprendre d'où on parle. Et c'est vrai que c'est super intéressant d'en prendre conscience tout au long de ce podcast. Et c'est pour ça qu'on place cette question en amont. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche parce que j'ai été traversée par ce sujet et que je continue d'être traversée par ce sujet. Et on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ce côté intellectualisation d'un vécu qu'on a tous et toutes pour pouvoir en parler. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans ce podcast. Et toi, du coup, Nikita ? Du coup, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis et que ça fait beaucoup écho à ce que je pense aussi. Et je pense que cette thématique, en fait, elle touche tout le monde, à partir du moment où il est pris dans un fonctionnement de famille, donc de génération. Mais ce qui va être particulier pour notamment la communauté sud-asiatique, c'est dans les cultures qu'on va dire à indice fort, et ben cette transmission, elle va être également plus importante. Et à partir de ce moment, dans les générations qui vont découler, notamment pris dans un contexte de migration, où du coup, on n'est plus comme au départ dans une culture simple d'un pays, mais c'est la rencontre de 2 systèmes ensemble, et ben ces questions, elles vont devenir de plus en plus importantes. Et c'est également quelque chose qui m'a touchée moi, du coup individuellement, mais c'est aussi, je me rends compte au quotidien, des questionnements et des sujets qui touchent de plus en plus la 2e génération et les familles que je rencontre au quotidien. Ok, c'est super intéressant parce que ça permet aussi de comprendre un contexte au-delà du vécu que nous on peut avoir qui nous permet de comprendre de manière un peu plus globale quel est ce phénomène et dans quoi en fait est-ce qu'il est emprunt. Donc on voit toute une contextualisation qu'on a déjà pu développer de manière massive dans d'autres podcasts. Avant de pouvoir prolonger ma pensée, c'est vrai qu'il y a un concept que je n'ai pas pu comprendre, c'était culture indice fort. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer ou pas ? Oui, bien sûr. Alors du coup, ça, je l'ai lu dans une thèse canadienne
Et du coup, j'ai repris le terme parce que je trouvais que ça parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, dans les cultures, il devient un peu nécessaire de mettre un indice pour savoir son impact. Et donc, on peut trouver faible, moyen et fort. On va dire, c'est un peu ce que j'avais lu. Et les cultures typiquement sud-asiatiques, culture tamoule et autres, vont être des cultures où l'indice sera fort parce qu'en fait, l'héritage est lourd. Et donc, en fait, il y a plein de dictats, de normes, etc., de valeurs qui vont être très différentes de ce qu'on va retrouver, par exemple, dans une société occidentale. Du coup, si je comprends bien, dans une société occidentale, parce que tu fais le parallèle, l'indice sera plus faible. En tout cas, c'est la rencontre des deux qui rend que la différence est plus forte. Et du coup, ça nous lance sur notre sujet, donc j'y vais. Mais par exemple, dans la société occidentale, on va dire que on a, nous, en tant qu'individu subjectif à se construire. Donc, on va dire qu'on représente le je. Chaque personne va vouloir se construire, trouver un travail, des études, etc., parcours classique ou pas. Et ensuite, il y a un nous. Donc, il y a la population plus globale. Mais dans la culture tamoule, par exemple, on va se rendre compte d'une différence. C'est que le je, donc l'individu lui tout seul, depuis le départ, est pris dans le nous. En fait, pour se situer dans ce qu'il est, dans sa société, il doit se trouver une place parmi la communauté. Et donc, rien que ça, c'est déjà un fonctionnement qui est très différent entre l'un et l'autre. Très bien, c'est super intéressant tout ce que tu nous partages. Et si je comprends bien, dans ce schéma-là, l'individu sud-asiatique a un jeu qui ne lui est pas propre. Parce qu'il se trouve dans un nous, ce qui veut dire qu'il est rattaché sans cesse à une identité qui n'est pas la sienne. Et c'est pour ça qu'il aura du mal à se définir ou à vivre selon ses propres principes, désirs ou pas. Alors, en fait, du coup, ça peut pas être une identité qui ne lui est pas propre, mais c'est que l'identité se construit comme ça. En fait, c'est sa norme. Donc, il sera forcément pris, mais on développera un peu plus tard ces sujets-là, mais dans la filiation, tous ces thèmes, du coup, que vous avez peut-être vus avant. Par exemple, ici, en France, le slogan, c'est un peu liberté-égalité. Mais ces valeurs-là, c'est pas forcément les valeurs qu'on va retrouver en Inde, par exemple. Je sais pas si je suis claire. Oui, ton explication était très claire, mais c'est vrai que moi j'ai un côté un petit peu plus socio que psycho. Et quand je disais identité qui lui est pas propre, j'entendais beaucoup en fait cette idée macro d'une identité qui n'est pas forcément celle qu'il a choisi d'avoir, mais qui est celle imposée par tout ce qui est dogme, société, manière d'agir. Et par exemple, c'est cette idée de manière moins imagée. Ok, aujourd'hui, je fais quelque chose, mais c'est pas moi qui ai voulu le faire, mais je le fais par habitude, sans l'avoir déconstruit, et parce que ma famille a toujours fonctionné comme ça. Par exemple, se dire on est très famille, parce qu'en fait, on a été construit à être très famille, sans forcément déconstruire le fait qu'on n'a jamais vraiment été seul pour savoir si on préfère être dans la solitude ou dans le côté famille. Et c'est vrai que toi, du coup, tu abordes un parallèle intéressant du côté psy, de se dire que oui, chacun a son identité propre, mais il y a des influences plus ou moins marquées. Du coup, pour être sûr que tu suis mon fil de pensée, moi, j'aborde le côté un petit peu macro, société, organisation. Et toi, comment tu pourrais le mettre en lien avec le côté psycho en gardant en lien cette idée d'identité ? Le je, le nous, comment tu pourrais l'expliquer ? C'est-à-dire que tu parles d'un profil dans les cultures sud-asiatiques où le je est très relié au nous. Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer, toi, de ton point de vue psycho ? Du coup, pour reprendre ce que tu disais, je dirais pas que son identité ne lui est pas propre, mais plutôt, en fait, il s'est construit son identité dedans. Ça représente un peu le concept de la double identité culturelle dont vous avez déjà parlé, c'est-à-dire que ça va être constamment une question de choix, d'identification, de qu'est-ce qui me fait sens pour moi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et du coup, y en a qui vont rester très famille, comme tu disais, parce qu'ils ont connu ça, mais aussi parce que ça fonctionne. Parce qu'en fait, ça répond à leurs besoins et qu'ils aiment comme c'est. Et donc là, on va plutôt être dans une dynamique conformisme. Donc du coup, il y avait les attentes, on les a eues, on les a comprises et on continue de les maintenir parce que l'équilibre est comme ça, la balance est bonne, donc on continue. Après, il y a différents cas de figure où du coup, ça peut être le rejet, où là, en fait, on va se rendre compte de ses attentes, mais on va s'identifier à d'autres choses, d'autres normes, d'autres valeurs, et ce qui va faire qu'en fait, on va se dire, mais en fait, ça m'étoffe, ça m'oppresse, je ne veux pas de ça, et on va s'en éloigner. Et d'autres où, en fait, on va chercher une autre dynamique.
un autre équilibre. Donc ça peut être aussi bien se rapprocher de la communauté pour retrouver des choses qu'on n'a pas assez eues ou qui nous fait pas assez sens. Enfin, tu vois, ça va être une question d'équilibre. Ou alors, un petit peu se replier de la communauté, se mettre un petit peu de côté, mais sans pour autant la rejeter. Et on va voir ces différentes dynamiques chez les personnes en fonction de comment ils construisent leur identité et ce qui leur fait sens sur le moment T, aujourd'hui. Merci beaucoup pour nous avoir partagé ce point de vue psycho. C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a un côté un petit peu plus socio et un autre côté beaucoup plus psy. Et on voit qu'il y a différents angles de vision qui abordent les mêmes thématiques mais de manière différente. Donc chacun peut se retrouver un petit peu sur un des angles. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça très pertinent et très intéressant parce qu'avec tous les exemples que tu nous as donnés et tous les niveaux de construction identitaire, on se rend compte que la transmission transgénérationnelle, c'est pas un phénomène qui est hors de nous. C'est un phénomène qui nous touche totalement, qui est au cœur même de la complexité identitaire et des constructions identitaires. Et c'est vrai que l'individu est sans cesse en conflit avec son identité et sa construction. Donc, en soi, tout le monde est plus ou moins concerné par la thématique. Exactement. Mais je pense que tout le monde ne se dira pas concerné forcément. Et c'est là où il y a la différence, je dirais, parce qu'en fait, l'entendre comme ça, là, ça fait un grand mot, ça fait tout de suite très psychologique, très tout ça. Mais comme tu le dis, en fait, c'est quelque chose qu'on rencontre vraiment au quotidien et en fait, qui fait partie de nous. Ça reste quelque chose d'en fait invisible. Mais des fois, au contraire, on va penser pouvoir le maîtriser. Et par exemple, on va entendre des personnes dire ah non, mais moi, ma mère, elle était comme ça, mais moi, avec mes enfants, je ne serai pas comme ça. Je ferai pas ça. Mais déjà là, c'est un peu conscientiser une transmission. Donc se dire, avec ma mère, ça fonctionnait comme ça vient d'elle, mais moi, je ne veux pas. Génération prochaine, je ne veux pas transmettre ça. Donc mettre un arrêt à cette transmission. Après, ce qui est complexe, c'est que ça reste quelque chose de très inconscient, de très invisible. C'est pas parce qu'on dit qu'on ne veut pas le transmettre que finalement, on peut s'assurer à 100% qu'on ne va pas le transmettre. C'est vrai que tout ce que tu viens de dire fait écho en moi vis-à-vis de plusieurs idées. Et je trouve que ça permet de rendre compte de manière encore plus massive à quel point tout ça est lié à l'identité. Parce que l'identité, c'est aussi un jeu entre ce que je me représente, ce que je ne m'autorise pas à me représenter, le côté déni, le côté j'accepte pas, le côté aussi, tout ce que tu disais, invisible. Et c'est vrai qu'il y a tout un cheminement pour pouvoir se construire. Et souvent, il y a ce côté où quand on se construit à l'opposé d'un modèle, c'est parce qu'en fait, on a un lien avec ce modèle-là. Et au final, quand on se présente en se disant « Oui, mais moi, je suis tout sauf ce modèle-là », c'est qu'on tire un nous de ce modèle-là, au final. Et je trouve que c'est très en lien avec une prénotion qu'on pourrait avoir à se dire qu'il y a des personnes qui seraient totalement assimilées et donc dont la culture d'origine aura totalement disparu et qu'elle n'existera pas. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est vrai que ça nous montre qu'il y a des parties qu'on pense, entre guillemets, de manière consciente qu'elles sont effacées, mais de manière inconsciente ou préconsciente, elles sont totalement présentes. Et c'est intéressant de se dire qu'on aura toujours une part de la culture qui nous est propre, qu'on le veuille ou non, qu'on le choisisse ou non. Et ça rend les choses encore plus complexes et intéressantes, je trouve. Et puis, de toute manière, tous les choix qu'on fait, même si on pense les maîtriser, c'est toujours pris dans une dynamique qui nous est invisible, en fait. Il y aura toujours des éléments qui auront plus de force que ce qu'on pense. Et des fois, on s'en rend compte après. Donc, 5 ans plus tard, quand on se dit « Ah pourquoi j'ai choisi ce métier ? Pourquoi j'ai choisi cette orientation ?» Se dire « finalement, c'est ce thème qui me parlait. Par exemple, dans la santé, on dit souvent c'est la réparation. » Tu vois, le désir de vouloir réparer, soigner, etc. Après, je sais pas, je pourrais dire pour les personnes qui veulent faire des choix, tu vois, se sentir leur voix exprimée, etc. à travers des médias. Enfin, on peut voir plein de choses où en fait, sur le coup, on met pas forcément du lien. Mais du coup, en après-coup, une fois que, par exemple, si c'est en lien avec un conflit interne, que ça puisse s'apaiser un petit peu, on peut le repenser et refaire les liens. Oui, tout à fait. Et ça fait écho en moi à cette idée qu'on est membre d'un grand tout à une échelle très minime. C'est-à-dire que même au niveau des connaissances, on ne pourra jamais
accéder à l'entièreté des connaissances et ce qui crée une forme de limitation sur nous-mêmes. Et c'est une limitation qu'on a aussi au niveau de ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on aura toujours une part plus ou moins grande de quelque chose qui va nous échapper, qu'on ne pourra pas contrôler. C'est ce qui fait aussi toute la beauté de l'être humain. Et sans oublier que l'identité n'est jamais figée et qu'elle se construit tout le temps au fur et à mesure et qu'elle est sans cesse en reconstruction. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte et qu'on a l'habitude d'avoir des mots plutôt figés sur ce qu'on est. Je suis solitaire, je suis ce que je suis, sans forcément se dire que, ok, on est solitaire à certains égards, mais dans d'autres non. Et je pense que tout ça, ça a vraiment un lien aussi avec ce qu'on est en train d'aborder, de se définir comme par exemple, oui, aujourd'hui, je rejette totalement cette communauté parce que je ne me sens pas représentée, mais c'est vrai qu'on va se retrouver à certains moments à adopter des codes de cette communauté ou de cette culture en question. Et là, je prendrais l'extension de ce que tu dis en disant c'est également très important, je pense, de rester bienveillant envers soi, notamment dans ces questionnements identitaires où si par exemple tout un temps on a rejeté la communauté et si à un moment on sent qu'on veut s'en rapprocher, etc., se dire c'est pas grave, je suis pas en train de trahir quelque chose, je suis pas en train de me vendre moi-même. En fait, faut se dire que c'est un équilibre qu'on est en train de retrouver parce qu'aujourd'hui on a évolué et qu'on s'identifie à des choses autres que ce que c'était il y a 5 ans, il y a 3 ans, etc. J'aime beaucoup cette idée que tu développes depuis le début avec l'équilibre, ça revient souvent. Et c'est vrai que je disais qu'on était des êtres humains en cherche toujours de construction identitaire qui se renouvelle au fil du temps. Et c'est vrai que celle-ci, elle est alimentée avec des besoins nouveaux, des envies, des désirs, des appétences ou de nouvelles pensées en fait qu'on pourra maturer à un moment et pas à un autre. Et c'est vrai que le mot-clé que tu utilises, à savoir l'équilibre, je trouve qu'il est très intéressant parce que c'est ce qui nous motive. Et en vrai, c'est compliqué d'arriver à des moments où on se modèle totalement différemment de ce qu'on pensait et qu'on se dit, c'est bizarre, pendant tout ce temps, c'est pas ce que j'étais. Mais il faut se dire qu'il y a un moment A et il y a un moment B. C'est-à-dire que le moment A, on ne sera pas forcément les mêmes que le moment B. Mais c'est rien, ça fait partie de la vie. Et si ce nouveau moment arrive, c'est parce qu'un nouveau nous veut émerger. Et c'est totalement OK. Donc oui, merci pour ce petit moment de bienveillance. Ça nous fait du bien aussi. D'ailleurs, en parlant d'équilibre, il y a une idée comme ça qui vient de jaillir de mon cerveau. Dis-nous tout. C'est vraiment de creuser à la source même du déséquilibre de la première génération. Parce que là, c'est vrai qu'on évoque, nous, notre déséquilibre en tant que deuxième génération. Mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a eu un déséquilibre que j'aimerais rattacher au contexte historique d'apparition de ce phénomène de transmission transgénérationnelle, à savoir la migration sud-asiatique. Alors, si on s'appuie sur ce contexte précis de nos parents sud-asiatiques qui ont immigré dans ce pays, on se rend compte qu'il y avait un déséquilibre. Quel était ce déséquilibre ? C'est, comme tu le disais très bien dans ton introduction, avec ce concept d'indice, il y avait un indice très fort de la culture sud-asiatique, à la différence de la culture du pays d'accueil, donc l'Occident. Et ça crée du coup quelque chose de plutôt conflictuel entre des parents qui veulent conserver leur tradition dans un pays qui n'accepte pas forcément leur tradition. Ça peut être aussi le côté comment éduquer mes enfants comme j'ai envie de les éduquer alors que le modèle du pays dans lequel je suis est totalement différent de ma manière d'éduquer les enfants. Ça peut être aussi les valeurs, la manière de concevoir les choses. Et dans ça, on se rend compte qu'il y a une forte conflictualité entre l'essence même d'une identité qui est propre du coup à la première génération et celle qui est tentée d'être imposée. Donc déjà, disons-nous que c'est une idée très forte, très massive et qu'il faut aussi ajouter à cela toute l'idéologie autour de l'Occident, le rêve de l'Occident, cette idée comme quoi un ailleurs est meilleur. Un ailleurs est meilleur, tout à fait. Que vraiment cette idée de rêve, de savoir que notre vie va s'améliorer, que tout est bon là-bas comparé à nous, que nous c'est la misère, c'est vraiment toute cette idée, tout cet idéal aussi qui a été fortement construit et empreint des systèmes de domination qu'on connaît tous. Donc on avait affaire avec nous à la première génération qui était remplie d'espoir, de rêves, d'appétence, de désirs qui ne cherchaient qu'à être assouvis. Et ils se sont facilement rendus compte, et également malheureusement, en arrivant sur le pays d'accueil, que la majorité des idéaux qu'ils s'étaient construites étaient un pur leurre. Et ils ont fait face du coup à des réalités qu'ils ne pensaient pas connaître. Tout ça s'est catalysé sous une forme de pression, je dirais. C'est-à-dire de grosses attentes parce que cette première génération a sacrifié énormément
que ce soit en termes d'identité, de culture, de personnes, d'appétence, pour arriver dans un modèle de réussite pour la deuxième génération. Ce qui fait que nous, en tant que deuxième génération, on est juxtaposé avec ce jeu que nous sommes et sans cesse relié à ce nous, comme tu disais au début, de réussite. Et en fait, c'est vrai qu'une des grosses transmissions qu'on ait pu avoir, c'est ce modèle de réussite, de pression sociale, de j'ai tout fait pour vous, nous avons tout fait pour vous, et vous êtes obligés de réussir. Sans forcément se rendre compte que la réussite, si elle demeure, c'est parce que l'échec aussi existe. Et qu'ils l'ont vécu. Et en fait, je pense que ce qui est important là, c'est tout le temps de remettre dans leur contexte. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas du tout le même contexte. Et c'est ça qui fait en fait violence entre ces générations qu'on nomme première et deuxième. Parce qu'en fait, faut se dire que là, les familles, les parents, du coup, qui sont arrivés, en tout cas les adultes, parce que généralement, c'est pas tout petit qu'ils arrivent avec la migration, mais déjà bien adultes ou en tout cas bien avancés dans la vie, qu'ils arrivent sur un terrain où en fait, déjà, premier défi, c'est défi culturel, où du coup, il y a un choc de valeurs. C'est plus du tout ce qu'ils ont connu jusque-là. Il y a de la nouveauté, il y a de la différence, il y a de l'étrangeté. L'étrangeté, ça fait peur. Il y a toutes ces émotions aussi qui se réveillent. Il y a un défi de la langue. On parle plus du tout la même langue. Comment se faire comprendre de l'autre, comment survivre, comment se déplacer, comment faire les démarches administratives, les premiers problèmes qu'on rencontre quand du coup on veut s'intégrer quelque part. Et aussi, du coup, ça crée de la pression. Parce qu'en fait, on arrive dans un nouveau pays, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on se trouve une identité, il faut qu'on se trouve un travail, se loger, de l'argent, survivre. Et donc là, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on passe au mode de survie. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, les phrases typiques qu'on va retrouver de « j'ai fait tout ça pour toi », moi, j'aimerais que tu fasses ça. C'est oppressant pour la deuxième génération parce qu'on a l'impression qu'on les force à rentrer dans un moule. Mais en fait, à travers ça, généralement, ce qui se passe, c'est que les parents, ils essayent de dire « je n'ai pas eu cette chance. Toi, du coup, tu en es à là. Réussis là où moi, j'ai échoué. » Et généralement, c'est ça la traduction qui va manquer, mais que ça peut traduire aussi. Parce que du coup, le lien avec tous ces attendus, ce conformisme qu'on va retrouver très important chez certains parents qui vont attendre que leurs enfants remplissent vraiment tous les codes de la culture ou autre, c'est aussi une manière de se protéger pour eux. Parce qu'en fait, ils se retrouvent dans un pays où en fait, ils n'ont plus aucune identité. En fait, ils sont personne ici. Et ça, c'est extrêmement violent et on s'en rend pas forcément compte. Du coup, ils vont se rattacher à ce qu'ils connaissent. Mais tu vois, rien qu'avoir un quartier ici à Paris, typique culture tamoule, avec des magasins où on retrouve l'alimentation, où on retrouve les films, etc. En fait, c'est une énorme réussite pour la diaspora de se dire qu'on a un coin où s'identifier, on a réussi à mettre nos barrières ici. Et donc, cet héritage culturel, il va être beaucoup investi et transmis, du coup, aux générations d'après. Eh bien, écoute, Nikita, merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que moi, je me suis fortement ancrée dans le champ lexical que tu as employé. Il y a plusieurs termes qui sont revenus et qui ont frappé, ont fait écho en moi. Et j'ai une idée, du coup, qui émerge. C'est cette idée de mode de survie. C'est vrai que j'aimerais un petit peu plus la développer. La première génération, c'est vrai qu'avec tes dires et ce qu'on entend et ce que j'ai pu vivre aussi, je me rends compte que la première génération a été privée de vivre. Concrètement, et c'est ce que tu développes aussi avec cette idée de mode de survie, ils ont été privés de vivre, c'est-à-dire au niveau de leurs rêves. C'est vraiment cette idée de tout troquer pour les autres et un petit peu avoir sa vie par abstraction. C'est-à-dire, la première génération, elle avait une sorte de fierté, de reconnaissance de leurs parents, de se dire, ok, mes parents, en fait, ils se disent que je m'en suis bien sortie, que ça va mieux. Et du coup, ils ont une forme de réussite qui reste un petit peu celle de l'image qu'on peut donner, sans forcément avoir écho à tout le vécu, toute la difficulté qu'ils ont pu rencontrer, et aussi cette transmission des rêves déchus. C'est-à-dire que les enfants, eux, qui ont du coup pas eu tout ce côté-là, tout ce côté sacrifice, etc., vont avoir cette opportunité de vivre ce qu'eux n'ont pas vécu. Donc on est dans une sorte de confrontation entre une première génération qui a été empêchée de vivre par plusieurs choses qu'on a fortement évoquées,
et une deuxième génération qui a vu, en fait, cette première génération ne pas vivre. Ou en tout cas qu'il n'a pas vu. Et je pense que là, c'est important de préciser qu'on parle beaucoup du point de vue de la première génération et qu'on ne cherche absolument pas à culpabiliser tous les enfants de la deuxième génération qui ont pu se dire non, en fait, j'aime pas ce que mes parents sont en train de me faire ou dire, des attendus, etc. Et ça, c'est aussi totalement normal d'un autre point de vue. Mais là, du coup, dans notre première partie, on est beaucoup centré sur le point de vue, généralement, du coup, des parents de la première génération. Et c'est vrai qu'en fait, tout ce qu'on dit là, finalement, ça peut être vu, mais aussi ne pas être vu, parce qu'en fait, ils ont tendance à beaucoup le cacher aussi, pour protéger les enfants. Typiquement, ce qui peut faire souffrance dans la deuxième génération d'enfants, en tout cas les adultes qui sont issus de la deuxième génération, c'est ne pas savoir, par exemple, les récits de migration des parents. Ça, c'est beaucoup quelque chose qui a été tu par les parents, ou alors c'est raconté, mais en version simplifiée. Donc il y a plein d'éléments, tu vois, de souffrance, d'exil, d'isolement, d'être à la rue ou pas pendant quelques jours, qui vont être masqués. Parce que tout ça, c'est des choses qui provoquent un peu de honte, ou en tout cas, ou alors de protection envers l'enfant. Et tu vois, il y a des enfants, du coup, des générations qui ne savent pas toute cette souffrance, en tout cas, qui a pu être vécue par cette première génération. Merci beaucoup pour cette précision. C'est vrai que ça apporte un élément en plus dans la pensée que j'étais en train de développer. Et c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un iceberg, on ne sait pas forcément tout, on n'en sait pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est une thématique qui va être abordée par la suite. Le fait de ne pas forcément beaucoup connaître de choses de son vécu. D'un autre côté, je me dis que même si on ne la connaît pas forcément et même si elle n'est pas présentée, c'est quelque chose qui échappe et qu'on peut forcément... qu'on peut ressentir, c'est-à-dire de se dire que nous, on a certaines libertés que nos parents n'ont forcément pas eues. Et du coup, c'est une pression qui peut être plus ou moins grande en fonction de la conscientisation. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui nous est propre de se dire nos parents n'ont pas eu la chance de vivre tout ça. Et nous, c'est vrai qu'on a cette chance-là. Donc, quoi faire ? Et comme tu disais, c'est vrai que quoi faire de tout ça, de tout ce qui nous a été donné ? Et de sans cesse le renvoyer au fait qu'on sent un décalage entre ce que nous, on peut faire, le monde des possibles, le champ qui est totalement ouvert et le champ totalement fermé de nos parents. Donc c'est vrai que ça se joue beaucoup aussi dans le contexte et dans la difficulté de se dire qu'en fait, avoir plus de liberté, c'est aussi, si on ne sait pas forcément s'en saisir, un lot de contradictions qui peut nous empêcher d'être vraiment libres. En tout cas, je pense que tant qu'on est sur une conscientisation, donc se rendre compte de certaines choses que nous on a et que les parents n'ont pas, je pense que c'est un fonctionnement qui permet quand même à la personne en question de trouver son chemin, de continuer à vivre, en tout cas que ça provoque pas un conflit interne virulent, un truc qui empêche, tu vois, de fonctionner, etc. Là où je trouve où c'est plus complexe, c'est dans les cas où, du coup, il y a des personnes qui peuvent se sentir mises à l'écart, ou en tout cas comme s'il y avait une froideur avec les parents, ou une distance, ou en tout cas quelque chose d'inaccessible. Et là, ça fait souffrance dans la relation avec les parents. Et je pense que ces cas-là, c'est plus complexe parce que du coup, c'est source de souffrance déjà pour les parents qui, du coup, eux, s'ils ont ce mode de fonctionnement, c'est aussi pour se protéger, de leur souffrance à eux. Mais ça fait souffrance encore qui se transmet. Et là, par exemple, c'est encore une transmission transgénérationnelle où du coup, la souffrance est retransmise à celle d'après qui, elle, se retrouve en souffrance de pas être connectée à ses parents, de pas avoir accès à ça alors que c'est ses parents. Donc, normalement, elle devrait les connaître ou, tu vois, et qu'il y a des choses inaccessibles et qui remettent en question un peu, du coup, sa place dans le schéma familial et les modes de communication dans la famille. Très bien. Dans tout ce que tu es en train de me dire, je me demande si le parallèle que je vais développer est pertinent. J'aimerais savoir si tous les modes de transmission transgénérationnelle font de manière plus ou moins forte écho à une forme de violence. Pas forcément. Ok. Pas toujours. Non. Justement, la transmission transgénérationnelle, ça peut être la langue. En fait, okay. Déjà rien que la langue, ça peut être la nourriture. Savoir cuisiner les repas traditionnels, etc. Ça peut être des valeurs. Ça peut être le respect envers les aînés. Ça peut être des normes.
de, par exemple, vouloir se marier, vouloir avoir des enfants, projeter la génération d'après, mettre de l'importance sur l'éducation. Enfin, en tout cas, tu vois, ça implique un champ tellement vaste, mais encore une fois, toutes ces thématiques qu'on rencontre au quotidien. Et ce qui peut faire violence, c'est quand c'est pas aligné avec nos questionnements, ou en tout cas comment on se construit, tu vois, et là, il y a un conflit interne. Mais c'est pas toujours le cas. Ce que je comprends, c'est que c'est plus ou moins lié à la culture, du coup. Ce sont vraiment des transmissions qui se font, du coup, d'une culture monoculturelle, à savoir celle de la première génération, à celle que nous, on a, la double culture. Alors, et du coup, là, moi, je me permets d'intervenir parce que dans les faits, on a souvent la tendance à penser que la première génération, c'est monoculturel parce qu'ils ont la culture du pays duquel ils viennent. Mais en fait, à partir du moment où il y a le mouvement de migration et qu'ils ont atterri ici, eh ben ça, c'est métissé. Ok, du coup, on peut dire que la première génération elle a également une double culture. Ok, des portes se sont débloquées. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de la deuxième génération, directement en lien avec la double culture, mais oui, c'est vrai que... En fait, moi, je pense que pourquoi les personnes font cet amalgame, c'est dans cette idée de se dire que... Après, en vrai, ça dépend, j'avais envie de dire que la deuxième génération, elle est plus emprunt à développer cette double culture que la première, mais il y a des cas de figure où c'est totalement pareil, en fait. Mais oui, en fait, c'est plus... je pense que c'est plus une question de la conscientiser et de la différencier. Tu vois, parce qu'on arrive plus facilement à différencier ce qui vient de nos parents, de notre culture du coup d'origine, etc., que celle du pays d'accueil. Enfin, je veux dire, ici, dès la primaire, dès la maternelle, on peut se sentir différent dans une classe, rien que par la couleur de peau, le type de cheveux, l'odeur des vêtements, enfin des trucs un peu stéréotypés, tu vois, proie du racisme banalisé, etc. Donc en fait, on est tout de suite très conscient depuis petit, alors que déjà qui ont un mode de fonctionnement différent aussi, de communication. Parce que ici, nos valeurs, du coup, dans le pays, c'est liberté, égalité. Ce qui n'est pas forcément le cas pour ses parents originaires d'un autre pays. Donc forcément, ils vont moins être tout de suite dans la conscientisation de cette différence. Eux, ils vont plutôt être du genre, on est venu là, on doit se construire ici, donc on va voir... à quoi on peut répondre, tu vois. Donc on va trouver du travail, on va apprendre la langue quand on peut, on va développer un peu de cuisine, en tout cas accepter de manger du pain, enfin tu vois, des aliments typiques d'ici, mais tout à la maison en gardant du coup le riz comme tu vois féculent principal, comme garder les vêtements, tu vois, on peut voir des mamans toujours porter les vêtements mais prendre le RERB, mais déjà rien que ça, c'est de la double culturalité. C'est super intéressant parce que je trouve que là, on a deux points de vue qui ne s'opposent pas, mais qui sont plutôt complémentaires. Et j'aimerais apporter une idée qui pourrait un petit peu lier les deux. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a des repères du coup différents, que ce soit pour la première génération et la deuxième génération. La première génération, ses repères sont principalement issus du pays d'origine, alors que nous, c'est vrai qu'on va avoir ce côté biculturalité avec les repères de la première génération, à savoir ceux du pays d'origine et ceux du pays dans lequel on a grandi et dans lequel on est né. Ce qui fait qu'on va avoir cette tendance à avoir plus de liberté, plus de champ des possibles et avoir des repères qui parfois s'opposent, sont différents mais sont multiples, beaucoup plus massifs que ceux de la première génération. Et plus de choix à faire. Et donc plus de liberté et de questions existentielles. D'ailleurs, en parlant de questions existentielles, on va basculer sur une autre thématique qui est celle de l'éducation et de la différence de genre, en prenant comme fil conducteur la transmission et ce qui pourrait faire violence ou non. On va un peu déchiffrer du coup tous ces rôles-là. Donc déjà, pour celui de la femme, qui du coup provient de la fille dans un premier temps, ce qu'on va attendre d'elle, c'est par exemple la question un peu du devoir, de ce qu'elle doit accomplir au niveau déjà du minimum éducationnel, on va dire. Mais ça ne sera pas forcément la priorité dans un premier temps, parce qu'il y a toute cette dimension de aider à la maison, de normes aussi en ce qui concerne représenter l'honneur familial, donc de ne pas faire honte, ce genre de choses, d'être discrète et dans la retenue, de ne pas attirer l'attention sur elle forcément, il y aura toutes ces choses-là. Et du coup, une fois plus grande, donc une fois dans la place de la femme, ce qu'on va attendre, c'est un rôle très important, mais surtout au niveau d'être auprès des enfants.
Sinon, autrement, c'est vrai que la place de la femme, elle est très réduite, entre guillemets, dans la société, dans l'importance qu'on donne, parce qu'elle va surtout être à la maison, en fait. Elle va surtout être au contact de l'éducation et de la santé des enfants. Donc c'est aussi quelque chose qu'on rencontre quand il y a une maladie, une pathologie chez l'enfant, ça peut être reproché à la mère. Parce qu'en fait, c'est elle qui se doit de garantir la santé des enfants. Et c'est pareil pour tout choix des enfants. On peut voir des dynamiques familiales où en fait... comme l'enfant va faire un choix, que ça soit d'éducation, que ça soit scolaire, que ça soit de vie amoureuse ou autre, on va voir des fois le père désigner la mère comme bouc émissaire de ce choix. Si l'enfant fait ce choix, c'est toi la responsable. Mais parce que du coup, dans la société, il y a cette idée que tout ce qui va concerner l'enfant, c'est la mère qui sera responsable. Et du coup, pour les pères, donc pour le garçon, il y aura une pression de la réussite, mais pas forcément sur la question de l'éducation, mais plutôt sur des choses un peu basiques et un peu stéréotypées de ce que fait un homme, donc d'être fort, d'être un minimum intelligent quand même, et du coup pour remplir ce rôle de père après, qui sera du coup surtout centré sur la sécurité de la famille, donc assurer ces besoins-là, etc. On l'attend pas forcément dans la boucle du maternage, on ne l'attend pas forcément là, mais en tout cas d'être un pilier de la famille, ça oui. Et du coup on attend aussi pas de signe de souffrance, pas de faiblesse. Donc généralement, là, encore une fois, les émotions, ça passe un peu à la trappe. Et du coup, il y a l'enfant, mais l'enfant, lui, on va pas forcément lui donner beaucoup d'importance dans les choix, parce qu'en fait, c'est un enfant à devenir homme ou femme. Et du coup, ensuite, la suite est donnée. Mais du coup, pour lui, sur le moment, ça sera ça. Et généralement, voilà, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans l'éducation au quotidien de ce qui va être perçu par les enfants de la deuxième génération. Par exemple, des règles de la maison, de ne pas sortir tard pour les filles, pour la question de sécurité, mais aussi faut être à la maison. C'est ça, on protège les filles aussi comme ça, qu'on les attend... qu'elles doivent savoir cuisiner avant le mariage, qu'elles doivent elles-mêmes être sérieuses et du coup précautionneuses pour pouvoir transmettre ça après à leurs enfants. Du coup, on a ces attentes-là, ce qui ne sera pas forcément le cas avec les garçons, où là, eux, ils auront beaucoup moins de limites par rapport à la maison, mais du coup, beaucoup plus d'attentes au niveau de ce qu'ils doivent faire. Du coup, les parents auront plus d'attentes là. Écoute, c'est très intéressant tout ce que tu nous as partagé au niveau de ces cas de figure. Ça permet encore plus de comprendre quels sont les rôles, les attendus, les positions aussi, qui vont être transmises. Et tu as donné aussi pas mal d'exemples de violences de transmission. Surtout sur ce côté, moi en tout cas, qui me parle davantage, le côté de la mère, où tout ce qui va faire défaut, entre guillemets, chez l'enfant va être de sa responsabilité, quitte à oublier toutes les conditions externes, les choses qui lui échappent elle aussi. C'est vrai qu'on a donné à voir sur pas mal d'exemples de dysfonctionnement. Moi, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué. Et n'hésitez pas, vous aussi, s'il y a eu des résonances, à nous en faire part en commentaire. On serait ravis de communiquer dessus. Ce serait de déplacer tout ce qu'on a pu comprendre de l'éducation genrée sur cette nouvelle thématique que l'on va aborder, à savoir le manque de communication. J'aimerais partir d'un exemple précis que tu as développé quand tu parlais de l'éducation spécifique des femmes et l'éducation spécifique des hommes, et où tu as employé... le terme fort, en parlant de l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit être fort. Et c'est vrai que dans la pensée commune, on a cette idée très fortement ancrée de se dire l'homme doit être fort, ne doit pas montrer ses émotions, ne devra pas pleurer. Mais plus encore, je trouve que dans notre communauté, ce qui est intéressant, c'est que cette absence d'émotion et le fait de cacher ses émotions va au-delà de cette figure de l'homme et peut être transposable à la communauté, en fait, de manière générale et à nos familles. Je trouve qu'on n'est pas des communautés qui s'expriment énormément sur le vécu, les émotions, les affects. J'aimerais savoir, toi, comment tu pourrais l'expliquer et si tu partages aussi ce questionnement-là. Eh ben, c'est une très belle transition, je trouve, et un sujet, encore une fois, très fondamental et à replacer au centre des questionnements de transmission et de tout ce qui va toucher à ça dans notre communauté ou même plus largement.
Ce qui va être particulier, c'est par exemple de se remettre dans le contexte de la migration. On reprend le contexte de la migration, où là, on se dit, les parents qui ont migré ont vécu l'exil, la précarité, les doutes, les remises en question et toutes ces choses-là. Donc à partir de ce moment, déjà, la question des émotions, il y a un choix inconscient ou conscient qui va être fait de... On les passe à la trappe, en fait. On a d'autres chats à fouetter, la fatigue, la tristesse, la souffrance... On doit dépasser tout ça pour survivre. Si on passe du temps sur ces choses-là, malheureusement, on ne va pas pouvoir réussir. Parce qu'il y a une nécessité de réussir, en fait, de réussir à s'intégrer. C'est pas réussir dans la vie, devenir successful, etc. Mais c'est vraiment de réussir à s'installer quelque part et retrouver une identité. Donc du coup, dans ces questions-là, la question des émotions, elle va être très banalisée et mise en arrière-plan. Mais la question des émotions, si on la sacrifie aussi rapidement, c'est aussi parce que culturellement, dans nos codes, il faut remettre les codes de communication de la société, de la culture. Et donc là, on va retrouver deux penchants, déjà. Déjà, on retrouve la question du mauvais œil, qu'on connaît tous, on en entend tous parler, on va tous se référer à ça des fois en disant « Ah non, mais je vais pas poster ça tout de suite sur les réseaux, etc. » avec toujours cette idée du mauvais œil. Donc la question du mauvais œil, qu'est-ce que c'est en soi, déjà ? C'est l'idée de percevoir un objet chez quelqu'un qui pourrait créer du désir chez un autre, en face de nous. Et du coup, ça va développer, c'est un risque de développer l'envie, le désir de l'autre de posséder la chose, en fait. Et du coup, tout ça, ça passe par la perception, ça passe par la vue. Donc du coup, on va éviter de le montrer et on va plutôt être dans cacher ça, pour éviter de générer le désir de l'autre. Parce qu'en fait, avec cette idée, c'est aussi la dépossession, donc du coup, de pouvoir perdre ce qu'on a eu, de pouvoir le retrouver chez un autre et ne plus le posséder, etc. Donc, créer la jalousie, créer l'envie, le désir, c'est des émotions très fortes, encore une fois, comme la souffrance, la douleur, etc., qu'on va, du coup, éviter. Donc toutes les émotions fortes, déjà, culturellement, on va les éviter. Et si l'homme, par exemple, on dit on s'attend pas à ce qu'il pleure, on s'attend pas à ce qu'il fasse un topo sur ses émotions, on le retrouve aussi chez la femme, comme tu le dis, mais aussi culturellement. Par exemple, la femme enceinte, quand elle est enceinte, on va lui éviter toute frayeur, tout sentiment très fort de surprise. Parce qu'en fait, ça pourrait impacter le développement du bébé. On a cette idée, en tout cas. Donc du coup, déjà, toutes les émotions fortes, on va les éviter pour la femme aussi. Du coup, je reviens un peu sur ce que je disais. Et voilà, c'est tout ce qui va être expression des émotions fortes, ça va être un peu associé même religieusement un peu à cette idée de l'homme donne des outils pour être détruit. Et donc, en fait, voilà, culturellement, c'est aussi repris. Et c'est là, déjà, d'où naissent ce tabou autour des émotions, je trouve. Très intéressant. Merci pour cette belle transition que je vais pouvoir faire. Le terme tabou, je le trouve très explicite et c'est la manière concrète par laquelle j'aurais pu répondre à cette question, de se dire que de fil en aiguille, c'est devenu un tabou. C'est-à-dire que les émotions fortes comme la joie, les choses plutôt positives et heureuses de la vie, on les partage pas parce qu'on a peur du coup du mauvais œil et du fait que parfois, ça peut être interprété sous le regard de certaines personnes comme de la vantardise et ça peut nous retomber dessus. Les émotions négatives, du coup, qui sont plutôt fortes, il y a aussi ce côté dans notre communauté de se dire que c'est rien. C'est pas grave, faut pas leur donner tant d'importance parce que ça va aller par la suite. Il y a aussi le côté très religion spirituelle de se dire bah ok, il y a un mal aujourd'hui, mais c'est pour un bien plus tard. Donc on va pas s'attarder sur ce mal aujourd'hui, mais on va laisser passer. Et il y a aussi beaucoup ce côté adjustment que j'avais expliqué dans l'ancien podcast, cette idée de se dire c'est pas grave quoi qu'il arrive, c'est un petit élément d'un tout et on est habitué à vivre en fait avec ces émotions négatives en les internalisant et en les éteignant totalement. C'est vrai qu'on n'intellectualise pas trop sur ce mode de fonctionnement, mais la réalité c'est que c'est un tabou. Du coup, c'est cette idée de tabou que j'aimerais développer en utilisant le parallèle du cinéma. C'est vrai qu'on en entend souvent parler avec des avis plutôt négatifs ou positifs, mais le cinéma dans notre culture a une place prépondérante, très importante, et on s'y identifie beaucoup. Et quand je parle d'identification, j'utilise pas ce terme pour rien. C'est aussi cette idée de se dire que lorsqu'on va au cinéma, on va pas voir un cinéma, on le vit.
C'est-à-dire qu'on le vit par procuration au niveau des acteurs. Il y a des émotions qui vont émaner, que ce soit avec les dialogues, les musiques, le scénario. On va se reconnaître par exemple dans nos amitiés, dans notre relation avec nos frères et nos sœurs, des choses qu'on ne peut pas forcément se dire. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'anciens, donc des personnes de la deuxième génération, qui sont très émotifs quand ils regardent des films. Des émotions que tu n'as jamais vues dans le quotidien, où tu cohabites avec eux pendant des années, mais les films vont les marquer eux, plutôt que d'autres personnes. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oui, mais c'est un film. Mais pour eux, c'est pas juste un film, c'est un moment où ils peuvent déposer leurs émotions. C'est aussi l'effet catharsis, ou la purgation des émotions. Tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a gardé en nous, on peut le déposer. Et c'est simple en fait, parce que t'as pas besoin de les exprimer, t'as pas besoin de travailler dessus. Tu les vis en fait à distance, mais tu les vis quand même. Donc je trouve ça très intéressant de se dire que oui, il y a un tabou, mais une forme de solution et de rempart qui a été trouvée. Dis-moi ce que t'en penses, si ça t'évoque aussi d'autres choses en parallèle. C'était super intéressant ce que tu disais et ça me fait plaisir qu'on puisse parler de ça aussi parce que le cinéma, il a toujours été là et en fait, on rentre dedans tout de suite aussi et on se questionne pas forcément sur la place que ça peut prendre et sur ce que ça signifie en fait, aussi bien du coup pour les premières générations, nos parents ou autres, et pour les enfants descendants aussi de la deuxième génération où ça apporte forcément quelque chose. Aujourd'hui on s'en rend bien compte au niveau sociétal à quel point le cinéma est investi ici, mais pourquoi ? Généralement, on se questionne pas beaucoup sur ça. Et je trouve que, en fait, là où on fait le rapprochement avec le côté culturel, c'est qu'en fait, le cinéma, il est vecteur de normes, en fait. Il est usé pour partager, diffuser des messages sociaux. Tu vas voir que dans notre culture, dans notre pays d'origine, on verra pas beaucoup de sensibilisation à la santé mentale, sur des problématiques de santé publique, l'alcoolisme, etc. Et en fait, tout ça, ça va être vu dans les films, mais pas parlé ouvertement au biais d'une conférence ou autre, en tout cas très, très rare. Et les émotions, c'est pareil. Les émotions, ce qui va être rejoué dans les films, c'est l'expression des émotions, oui, mais à travers les chansons. Exclusivement à travers les chansons, en fait. Ou en tout cas, le point le plus important, le summum de l'émotion, va être traduit en chanson. Tout moment où il y a une chanson, ça vient masquer la communication sur une émotion, en tout cas la verbalisation plutôt de l'émotion. Donc ça veut dire que le deuil, quand on perd sa mère ou son père, chanson. Quand on se marie, chanson. Quand on tombe amoureux, chanson. Et en fait, tout ça, c'est des émotions, en fait. C'est le deuil, la tristesse, la joie, l'amour. Et c'est pas juste... Il y a cette idée aussi où les chansons viennent traduire tout ce qui va être de l'ordre du tabou, de l'interdit, mais comme du désir sexuel. Ce n'est pas juste ça. C'est vraiment toute émotion confondue qui peut être reproduite en chanson. Et c'est également ce qu'on va retrouver, par exemple, au mariage. Dans les mariages, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est dans les chorégraphies, le choix des chansons, c'est tellement primordial, en fait. On va les choisir en fonction des paroles, du tempo, du rythme, mais tout ça, c'est de l'expressivité aussi corporelle, où on traduit un peu, on fait une déclaration d'amour pour les mariés, mais on va pas se retrouver, du coup, la veille à faire un petit discours dans la chambre, en panique, etc. On va prioriser une expression, mais en fait, qui est normalisée, banalisée, c'est comme ça qu'on fait, et on maintient un peu ce fonctionnement-là. C'est vrai que je te rejoins sur de nombreux points et j'ai tendance à penser que le cinéma est une arme politique qui permet en fait de modifier plein de choses de la société, de mettre en lumière plein de moments, de faits sociaux qui n'ont pas forcément la place dans des journaux, que sais-je, dans des discussions, et que ça permet de faire avancer les choses, que ce soit au niveau du coût social. Et là, je vais faire aussi le parallèle avec le côté psycho. J'ai envie de me risquer sur une interprétation. Au final, je pense que notre communauté exprime ses émotions, mais de manière différente. Ça va pas être forcément dans une communication directe, mais ça va beaucoup passer par tous les canaux artistiques. Et je m'en rends compte, en fait, plus j'en parle, c'est-à-dire au niveau des chansons. Ok, va y avoir de la chorégraphie très poussée, va y avoir le jeu des tenues,
de la mode, la manière dont tout le monde va être drapé, tout le monde va être sublimé, il y a aussi ce côté très poussé dans les paroles de musique. C'est vrai que moi, ma mère, elle me disait, mais je sais pas si tu te rends compte, mais les paroles, elles sont tellement plus techniques dans nos musiques à nous que dans les musiques type françaises. Bon, après, on peut retrouver des différences. Mais c'est vrai qu'en majorité, on a souvent une partie très technique et une manière, en fait, très aisée de parler de ses émotions. Ce constat est très intéressant de se dire que on sait parler de nos émotions et on le fait super bien. Et même, je me dis, mais comment on peut aussi bien décrire des émotions quand on entend ces types de musique alors que nous-mêmes, on n'arrive pas forcément à les dire de la même manière. Donc, il y a aussi ce côté, il y a aussi le côté... En fait, tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une énorme importance de l'art dans notre communauté. Et ça s'explique sûrement aussi par le fait qu'elle permet d'être un outil de communication sur ces émotions-là. Que ce soit peinture, dessin, danse, sculpture. En vrai, il n'y a qu'à voir notre culture, elle est très empreinte de l'art, quoi. Je te rejoins totalement sur ce que tu es en train de dire, parce que c'est important aussi de se dire et de le redire que c'est pas parce qu'on verbalise pas les émotions de la même manière ou des attendus en fonction de la société qu'on ne le fait pas du tout. Effectivement, ce que ça vient traduire, c'est que les émotions, on les a, on les sent et on les exprime d'une autre manière. Mais par contre, après, en fonction des codes et des normes qu'on aura intégrées, on va s'attendre à ce que ça se passe comme ça et c'est là où il peut y avoir un décalage et on se dit, il n'y a pas de communication. Mais en fait, il y en a quand même en dessous. Et donc, petit à petit, je pense qu'on se dirige vers la fin de ce podcast après avoir fait un tour global sur toutes ces questions de transmission dans notre culture. Tout ça est très pertinent et j'allais y venir. L'idée qu'on est en train de soulever, c'est qu'on a une communication des émotions qui n'est pas celle attendue, mais qu'elle est présente. Cependant, elle n'exclut pas non plus la communication directe qui serait nécessaire dans certains cas de figure. De ce fait, tout l'enjeu de cette conclusion va être de réfléchir ensemble, et également avec vous par la suite, sur tous les moyens qu'on pourrait mettre en place pour parer à ces formes de violence et ces défis qu'on rencontre, et qu'on a soulevés tout au long de ce podcast. Est-ce que toi, du coup, dans un premier temps, tu auras des petites pistes à nous partager ? Du fait de la différence de vécu entre les parents, la première génération plus généralement, et les enfants, on peut s'imaginer qu'il y a une sorte un peu de fracture émotionnelle entre les deux. Parce que forcément, il n'y a pas le même contexte, il n'y a pas les mêmes modes d'action, il n'y a pas les mêmes constructions identitaires, et donc on ne va pas rechercher aussi les mêmes solutions ou les mêmes besoins de se guérir. Donc déjà, ça, c'est un point important à garder en tête, je pense, dans cette partie-là. Et de ce fait, ça veut aussi dire que pour certains, le traitement de ces souffrances, ou en tout cas les possibilités d'action par la suite, ça peut également passer par feindre l'indifférence, l'oubli, faire comme si c'était rien passé, et revenir du jour au lendemain sans discuter, mettre des mots dessus. Mais ça, c'est aussi une solution pour eux, en fait. Ça peut nous faire violence parce que nous, on n'a pas ces codes-là, mais du coup, pour la personne qui l'emploie, ça vient répondre à quelque chose. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qu'on peut généralement retrouver dans les personnes de première génération, qui vont compenser les mots par une émotion de l'amour. Voilà, si c'est de la culpabilité, ça va être un trop-plein d'amour par la suite, de prise en soin de l'enfant, de masquer la colère, ça va disparaître d'un coup, etc. Et ça va être compensé par l'opposé, généralement. Et inversement, ça veut dire que la personne qui a du mal à mettre des mots, etc., quand elle voit ce comportement, pour elle, ça peut être tellement insupportable qu'elle peut se retrouver en colère, ou en tout cas à s'éloigner, se dire non, mais ça ne fait pas sens en fait. Donc, quand c'est comme ça, moi je pense que c'est important déjà de prendre de la distance. Et pour prendre de la distance, il faut pouvoir se représenter les deux dimensions. C'est de se dire par exemple que les parents, ils ont les bons outils, mais pas les bonnes pièces pour construire le meuble. Et que toi, t'as les pièces, mais pas les outils. Donc il y a forcément ce travail de lien constamment à faire. Parce qu'on est toujours dans la même chose, en fait. Ensemble, on arrive à faire plus. Mais du coup, individuellement, si on essaye, c'est vrai que c'est difficile de communiquer, de retrouver un point de rencontre. Mais c'est parce qu'en fait, on vient pas forcément, on n'a pas vécu les mêmes choses, pas le même contexte. Et ça, c'est vraiment toujours à se remettre ça en tête. Et donc, des fois, voilà,
comme solution, on peut retrouver déjà typiquement l'espace de thérapie, sans surprise, où en fait, pourquoi ça peut agir dans ces contextes-là, c'est parce que c'est un espace où généralement on est enclin à se montrer vulnérable, déjà, quand on se sent en confiance, et en fait c'est un espace pour se déconstruire. Donc en fait c'est pour comprendre comment aujourd'hui on en est arrivé à là. Et ça, c'est un fonctionnement qui aide énormément à remettre la première génération dans son contexte. Parce que nous, de notre point de vue, on peut être bien effracté par des choses qu'on vit et qui peuvent nous faire violence dans la transmission. Mais du coup, déconstruire tout ce travail-là, ça aide à comprendre. Déjà, de savoir d'où on vient. Mais après, on observe aussi que, sans même passer forcément par cet espace-là, aujourd'hui, dans la deuxième génération, plein d'individus recherchent un équilibre. Et en fait, ça peut se traduire par l'émergence de nouvelles idées comme la construction de médias, de business commerciaux qui mêlent culture et identité, de dessins, d'exprimer les récits ou en tout cas les vécus à travers des récits, des dessins, des mots ou la construction d'associations, la mise en place d'associations. Et tout ça, c'est aussi des solutions de réparation, ou en fait qui nous aident et qui nous forgent dans notre nouvelle identité à reconstruire un état d'équilibre. Franchement, Nikita, merci beaucoup pour ces belles paroles remplies d'espoir et de bienveillance. Moi, de mon rapport, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments que tu as déjà cités, mais ce que je pourrais rajouter, moi, c'est que je trouve qu'il y a dans la construction identitaire une forme de opposition-construction. Opposition-construction. Et je trouve que pour la modeler, il est très important de partir du principe qu'il n'y a pas une seule vérité. C'est-à-dire que notre manière de fonctionner n'est pas la meilleure en comparaison à la leur. Et c'est une idée aussi que tu as mis en lumière. Et de se dire, ce n'est pas eux qui ont tort et nous raison, ou l'inverse. C'est vraiment deux modes de fonctionnement différents, empreints de deux modes de pensée différents, de deux contextes également différents. Et le but, c'est à partir de ça, comment faire du commun, comment faire du lien, comment faire de la complémentarité. Et ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un discours qui n'est pas dans le jugement. Souvent, on a tendance, et c'est ce qui ferme du coup les discussions, de se dire « c'est pas bon ce que tu fais, moi ça me blesse ». Et c'est la première chose auquel on pense, c'est-à-dire on a tendance à partager nos émotions les plus intenses sans forcément les mettre à l'écart, à distance, comme tu le disais, pour par la suite les développer et les utiliser. Et pouvoir les utiliser par la suite à bon escient. Ce qui fait qu'on a souvent tendance à avoir des discours qui ferment totalement. Et dans ce constat, je trouve que il est très important aussi de pouvoir se dire « Ok, mais des fois c'est différent ». Et en fait, d'accepter la différence aussi. Il y a le complémentarisme, de vouloir chercher à se rencontrer, mais des fois, il y a aussi des points de divergence qu'il faut acter aussi. Parce que des fois, quand on essaye trop de se rencontrer, c'est aussi source de conflits internes. Mais il faut se dire aussi, sur certains points, certains sujets, moi, comment j'ai été construite, c'est ça. Et en fait, finalement, toi, tu ne comprendras pas ça, mais parce que tu n'as pas les mêmes outils. Mais c'est OK, c'est pas grave. Tout à fait, c'est également ce que je voulais mettre en lumière par la suite avec cette idée de lâcher prise. Du coup, c'est très pertinent que tu le dises aussi. C'est vraiment cette idée de se dire, OK, on peut faire complémentarité sur certains pôles, mais dans d'autres, accepter. Et comme tu disais, c'est OK, c'est pas grave. On peut toujours avancer ensemble, même s'il y a des points qui ne pourront pas se corréler à un moment. Et pour revenir sur ce que je disais, c'est que la communication doit être non violente. Et la clé d'une bonne discussion, c'est que les deux personnes en face arrivent à comprendre le point de vue de l'autre et que la personne aussi puisse avoir l'envers du décor, c'est-à-dire comprendre les deux parties, ce qui permet aussi de savoir qu'est-ce qui fait mal pour l'autre, qu'est-ce qui, moi, ne me faisait pas mal, qu'est-ce que je comprends aujourd'hui, qu'est-ce que je ne comprenais pas. Et je trouve qu'une personne ne pourra pas changer, ne pourra pas comprendre et évoluer tant qu'elle ne comprendra pas sur ce qu'elle produit. Il ne faut pas s'attendre à un changement du jour au lendemain. C'est-à-dire que parfois, ça va être des petites pierres qui vont être déposées du petit à petit, mais ce sont quand même des graines qui vont être implantées dans le cerveau de la personne et où, à certains moments, elle va se dire « Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle m'avait dit ça ». Donc, c'est des rejaillissements, c'est de la réflexivité tout simplement et c'est des bonnes choses à prendre. Ce sont ces éléments-là qui sont les fondamentaux du changement et de l'évolution.
Alors écoutez, je sais pas vous, mais j'ai énormément apprécié ce moment avec Nikita. C'était très intéressant, pertinent et je pense qu'on a pu sentir nos passions réciproques dans cet échange. Donc je tenais à te remercier de vive voix. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour l'invitation. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur son réseau social spécifique dédié à la psychologie. Je te laisse le présenter. C'est mon compte Instagram psycho.quoi. Toutes les informations seront en barre d'infos. Et également, je tenais à vous remercier, vous, d'être resté jusqu'ici et d'avoir absorbé toutes nos paroles. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note ou un avis. C'est grâce à vos retours que l'on pourra s'améliorer et continuer cette belle aventure ensemble. Merci encore de nous avoir écoutés et rappelez-vous, ici on parle sans tabou pour mieux se comprendre et avancer ensemble. Sur ce, à très vite dans un prochain épisode du podcast de Talk Tabou Media.